Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Michael Chambers. Un grand-père de 70 ans et pompier à la retraite disparaît de chez lui. Michael Chambers a été vu pour la dernière fois sur une vidéo de surveillance quittant un Walmart à Kinland, une petite ville du comté de Hunt. Michael était pompier à la retraite de Dallas, un père et un grand-père de famille aimants, et un réparateur de voitures de collection. Il n'y avait rien qu'il ne puisse réparer, comme déclara sa fille Suzy. Il est décrit par ses proches comme un père aimant, très attentif avec ses petits-enfants, très aimé par les habitants et très ami avec le shérif. Ce vendredi 10 mars, Michael passe une matinée tranquille dans sa maison, située en banlieue de Dallas, à Kinla, avec sa femme Becca, ensemble depuis 37 ans. Ils apprécient toujours d'être ensemble, leur affection mutuelle est touchante après autant d'années. Une famille américaine typique et parfaite. Michael traitait sa femme comme une reine, il était respecté de tous, le patriarche de la famille. Michael a été marié une première fois. Il a eu 2 filles de son précédent mariage. Par la suite, il a épousé Becca. Ils ont adopté John, qui avait juste 1 jour. Puis, 4 ans plus tard, ils ont adopté Justine, qui en avait 4. Michael a 9 petits-enfants et il est aussi arrière-grand-père. Michael a toujours été là pour n'importe quel événement qui touchait sa famille. Il était très fier de sa famille. Il était pompier à Dallas pendant 36 ans. Tout le monde le respectait pour son travail et sa vie d'homme. Il a toujours été très fier de son travail. Comme déclara sa fille, il racontait toutes ses histoires au repas de famille. L'histoire qu'il aimait raconter, le jour où il est devenu papa. Sa femme avait accouché sur l'autoroute tandis qu'il pleuvait à torrents. En 2008, il commença à se consacrer à sa passion, la rénovation de voitures anciennes. Il adorait les vieilles voitures. Il aimait travailler dessus. Il y passait beaucoup de temps. Il travaillait quelquefois avec un ami. Il allait à des salons automobiles. Tous ses amis y étaient présents. Il appartenait à un club de voitures anciennes, à Kinlan, connu comme le plus recherché au Texas, par rapport aux marques de leurs voitures. Ils se réunissaient 1 fois par semaine pour montrer leur dernière restauration. Michael et son gendre David ont passé 1 an à restaurer une Plymouth peut-être, de 1970.
Il adorait David, ils aimaient passer du temps ensemble. Cette relation était comme père et fils. Outre la famille et les voitures, le cœur de Michael appartient à Dieu. Il est très croyant. Chaque dimanche, il est avec sa famille à la messe. L'église était importante pour lui. Il était très ami avec le shérif Randy. Pendant ses temps libres, Michael chantait dans une chorale pour l'église. Il exprimait sa foi en chantant, dans un groupe de gospel appelé The Joint Heirs. Il chantait beaucoup également dans les maisons de retraite. Nous arrivons au vendredi 10 mars. Michael dit au revoir à sa femme alors qu'elle part au travail et se prépare pour sa journée. Il voulait bricoler sur ses voitures et il voulait également couper du bois pour la cheminée. Il devait aller au match de football de ses petits-fils le lendemain pour 17h50. Sa femme, dans l'après-midi, l'appelle pour lui dire qu'elle quitte son travail d'aide-soignante et qu'elle rentre. Michael répondait rarement au téléphone, toujours les mains occupées, soit à bricoler, soit à faire autre chose. 20 minutes plus tard, Becca arrive à la maison et voit que le camion de Michael est dans l'allée. Mais ce qui la surprend, c'est que la maison est sombre et que la porte du garage où Michael travaille est fermée. Elle essaya de téléphoner à Michael pour savoir où il se trouvait, car il faut préciser qu'ils ont une très grande propriété, de 10 acres. Quand elle l'appela, elle tomba directement sur sa messagerie. Cette situation pour elle était inhabituelle. Alors elle contacta les membres de la famille pour savoir si Michael était chez eux. Elle commença à être très inquiète. Elle commença à se dire qu'il est peut-être chez un ami. Cela paraissait normal, car c'était le premier à aider tout le monde. C'est une personne tellement prévisible. Elle commença à faire le chemin qui arrivait à l'arrière de la maison, car il devait y couper du bois. Rien, personne. Les voisins, entre-temps, qui ont été appelés par Becca, sont arrivés pour l'aider à rechercher Michael. Ce n'étaient pas des simples voisins, ils étaient amis depuis longue date. Ils font le tour de toute la propriété. Ils ont vérifié dans la maison, aux alentours, mais malheureusement rien. Ils commencèrent à se diriger vers son garage, qui était fermé à clé. Becca l'ouvrit. Elle avait préalablement été chercher les clés à la boutique Islem. Quand ils rentraient dans le garage, ils commencèrent à s'inquiéter de certains articles sur le comptoir. Son portefeuille était posé là, ses clés, son portable aussi. Puis, en inspectant le garage, son inquiétude s'intensifie. Il y avait du sang sur le sol. Un ami de la famille appela immédiatement le shérif et lui expliqua la scène. En arrivant vers 18h55, le shérif a immédiatement eu un mauvais pressentiment en voyant la scène, car aux alentours, il y a beaucoup de problèmes de délinquance, drogue, etc. Principalement de la méthamphétamine, ainsi que des vols. Son permis de conduire dans son portefeuille manquait. C'était très étrange, car c'était le seul papier qu'il manquait. Tous les outils étaient là, pourtant certains avaient de la valeur. Son fusil de chasse de calibre 12 était également sur place. Ils ont commencé à fouiller son camion. À l'intérieur se trouvait une somme d'argent, environ 1000 $. Ils ont conclu que ce n'était pas un vol. Dans le garage, aucun signe de lutte. Ce qui le marqua, c'est le peu de sang présent par terre, étant habitué à aller sur des scènes de crime où il y a beaucoup plus de sang. Pour eux, il n'y avait pas assez de sang pour envisager le décès de Michael. Peut-être s'était-il coupé et serait parti à l'hôpital. Mais comment son camion était sur place? Mais en fouillant mieux le garage, la police remarque quelque chose qui change leur façon de voir les choses. Il y avait une tige contre le mur, 2 goujons, avec des cheveux et du sang incrustés dessus. Le shérif pense à une arme qui aurait été utilisée contre Michael. Michael a disparu de son domicile et en trouvant ces preuves sanglantes, rien ne semblait rassurant. Qui aurait voulu du mal à Michael? Que s'est-il passé? Une battue, des recherches en hélicoptère, jour et nuit, ainsi que des chiens,
commença d'abord sur toute la propriété. Pendant ce temps, le téléphone portable de Michael est expertisé. La dernière fois que le téléphone a fonctionné, c'était à 17h50. Les chiens ont pisté la trace de Michael sur la route au sud-ouest. Le reste de la famille arriva sur place, encerclé par énormément de voitures de police de recherche. Comme dira sa fille, c'était surréaliste. Nous pensions que nous allions vite le retrouver, mais il n'en fut rien. Le lendemain matin, toujours rien. Aucune nouvelle. Les enquêteurs commencent à reconstituer une chronologie des derniers mouvements connus de Michael. Il devait aller aussi à Walmart, car sa femme avait besoin d'un article dans ce magasin. Les objets étaient là, dans la maison. Il y était bien allé. Une vidéo de surveillance le vit acheter ses articles dans ce magasin. Il passa à la caisse à 11h. Il avait l'air tout à fait normal. La vidéo dehors le montre montant dans sa voiture et quittant le Walmart et se dirigea vers sa maison. Un peu plus tard, les enquêteurs se demanderont « Est-ce que Michael ne s'est pas arrêté ailleurs en cours de route ?» Mais les caméras n'ont rien laissé paraître. Les enquêteurs ont sondé par la suite le quartier. Aucune personne ne l'aurait vu. Le comté de Hunt a fait appel à une équipe de limiers pour fouiller une deuxième fois la propriété. Ils ont vérifié toutes les caméras de surveillance de la ville, ainsi que de la route supposée qu'il aurait pris. L'étang qui se trouve sur cette route a été également sondé. La disparition de Michael s'est répandue dans toute la communauté. Les recherches n'ont jamais cessé, avec encore plus de personnes chaque jour. La solidarité a été considérable. Trois jours après la disparition de Michael, le shérif lance un appel poignant au public. Très ému, il expliqua la situation. Il déclara « Je n'ai jamais connu une personne aussi fidèle, chrétien. Je lui aurais confié ma vie. Aidez-nous à le retrouver. »
Les petits-enfants de Michael sont terriblement marqués par cette disparition. Une récompense de 25 000 $ pour tout renseignement permettant de retrouver Michael. Dans cette même journée, la femme de Michael reçut un appel terrifiant d'une personne hurlant de douleur, qui gémissait et qui appelait à l'aide. Elle contacta immédiatement le shérif, qui mit son téléphone sur écoute. Malheureusement, ce fut le seul appel de ce genre. Sa famille a créé une page Facebook. Des soupçons vont se poser sur Justin, 31 ans, le fils adoptif de Michael, qui semble ne pas s'investir dans les recherches et semble ailleurs. Serait-ce peut-être le choc de cette disparition? Justin vit à 2 heures de chez son père, à Granboro, au Texas. Il y a eu quelques soucis entre lui et Michael. Justin a été adopté quand il avait 4 ans. Au fil du temps, la relation entre le père et le fils est devenue tendue. Justin avait un problème a priori avec l'argent. Son père l'aidait beaucoup, mais 6 mois avant sa disparition, Michael avait pris la décision de ne plus l'aider, qu'il était temps qu'il prenne soin de lui. Mais comme dira Becca, les problèmes entre Michael et Justin étaient plus complexes que de simples frictions à cause de l'argent. Mais malgré les tensions, Justin déclarera que jamais il aurait fait du mal à son père, qu'il l'aimait. Justin, ce jour-là, dira qu'il était toute la journée au travail à 2 heures de l'endroit où Michael a disparu. Son alibi a été confirmé. Le laboratoire traitera les preuves ADN recueillies dans le garage. Les résultats reviendront. C'est bien le sang de Michael, sur le sol ainsi que sur la tige. Le bureau du shérif fera appel à des experts en éclaboussure de sang pour examiner la scène. Une chose a surpris les enquêteurs, la couleur du sang et la répartition des gouttelettes. Car si Michael s'était coupé, il y aurait eu des éclaboussures, mais là, rien. Ce sont des gouttes parfaitement rondes, ces taches étaient trop parfaites pour eux. L'expert conclura que cette scène est trop parfaite, ce qui changera complètement la direction de l'enquête. Pour eux, c'était une mise en scène, pour faire ressembler à un enlèvement. L'expert dira également que la couleur rouge vif du sang pourrait indiquer la présence d'un anticoagulant. L'expert ira à supposer que le sang avait été conservé dans une fiole, puis déposé sur le sol intentionnellement, pour simuler une scène de crime. Un grand mystère. Est-ce Michael qui aurait organisé tout ça? Si oui, dans quel but? Ou une autre personne? Mais bientôt, le comportement inattendu d'un autre membre de la famille commence à inquiéter. Le 20 mars, 10 jours après la disparition de Michael, sa femme Becca modifie ses factures de téléphone. Sur ces factures, il y avait Michael et Justine. Elle voulait suspendre le téléphone de Michael. Cela a soulevé beaucoup de controverses. C'est vrai que cela semble surprenant de penser à faire ça pendant que ton mari a disparu. Sa belle-fille dira que les gens agissent différemment suivant les situations. Bon, elle n'a pas tout à fait tort. Pour elle, ce qu'a fait sa belle-mère a du sens. Elle essaya d'économiser autant d'argent que possible. Peut-être pour les recherches. Nous arrivons au mois d'avril. Becca prendra de nouveau une autre décision, qui bouleverseront certains membres de la famille. Elle essaya de vendre le camion de Michael, et elle voudra essayer d'obtenir un certificat temporaire de décès de Michael, sachant que le camion est à son nom. Étrange pour moi cette réaction à nouveau. Mais bon, pourquoi vouloir autant récupérer de l'argent? Michael avait disparu que depuis 5 semaines, et elle commença à vouloir le déclarer décédé. Pour l'avocat, cela lui permettrait de vendre les biens de Michael ainsi que la propriété. Cela a semblé des plus suspects. Au mois de mai, un enquêteur spécialisé en polygraphie, alors c'est-à-dire le détecteur de mensonges, du département de la sécurité publique du Texas, se déplacera
pour aider le shérif du comté d'Ed Hunt de leur enquête. La police commencera à appeler des membres de la famille pour des examens. Nous voulions nous assurer qu'il n'y ait aucun lien avec la disparition de Michael. Des agents du FBI seront également sur place. Justin sera aussi interrogé. Il acceptera. Il a été éliminé définitivement comme suspect. Un mois plus tard, Becca passa au détecteur. Elle semblait cacher quelque chose. Elle ne semblait pas vouloir en parler. Ils penseront que cela serait pertinent pour l'affaire. Becca commença à dire qu'elle aurait eu une liaison extra-conjugale pendant un temps. La relation se serait terminée 5 mois avant la disparition de Michael. Elle pense que son mari était au courant de l'infidélité, mais qui ne l'a jamais dit directement. La fille de Michael est effondrée, très en colère. Becca pourrait-elle cacher autre chose? Pendant l'interrogatoire, ils lui poseront cette question. « Avez-vous quelque chose à voir avec la disparition de votre mari, Michael ?» Elle répondit « non ». Le polygraphe confirmera qu'elle dit la vérité. Le 12 juillet, Suzy, la fille de Michael, reçoit un message sur Facebook. La personne téléphona à Suzy en lui disant que Michael a été assassiné et que plusieurs personnes seraient impliquées, dont Becca et un autre homme. Le corps se trouverait sur la propriété. Suzy appellera immédiatement le shérif, qui met en doute la crédibilité de l'appel. Car en remontant ce message et cet appel, c'est un criminel condamné qui est sorti depuis peu et pour le shérif, il serait intéressé par la récompense de 25 000 $. Malgré qu'il n'y croit pas, il organisa encore une battue et des recherches sur la propriété. Dans la famille, tout commençait à aller mal. Justine accusa sa mère, Becca, de la disparition de son père. Le shérif sera obligé de faire déposer une ordonnance de protection pour que Justine n'approche plus sa mère, car les mots ont été très durs. Je cite « Je te mettrai dans une boîte si je découvre que tu as fait du mal à mon père. » Le shérif confirmera que c'est une des affaires les plus étranges sur lesquelles il a dû travailler. Suzy recevra un coup de téléphone d'un ami de la famille qui lui dira que son père a été déclaré mort, mais que le shérif devait approuver cela. Michael a été officiellement déclaré mort le 26 mai 2017, un peu plus de 2 mois après sa disparition. Horrifié, sa famille sombra et la communauté également. C'est cette partie qui m'a échappé parce que je comprends pas, normalement on doit demander ça à un tribunal. Donc j'ai pas tout compris pourquoi c'est le shérif qui doit donner son accord. Et ensuite de ça, effectivement, il n'y a pas que la famille qui est horrifiée, il y a moi aussi. Car à peine 2 mois après la disparition de son mari, elle demande une déclaration de décès. Bon, effectivement, on peut penser que c'est plus facile au niveau des papiers, mais quand même, je trouve que c'est vraiment tôt. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai pu lire sur un site, donc je l'ai traduit. Tout reviendrait à sa femme, à part si Michael est retrouvé vivant dans les 3 ans qui suivent sa disparition. Alors voilà ce qui me choque pour moi. C'est comment ça se fait, parce qu'on parle d'une somme de 750 000 $ quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Comment ça se fait que Michael n'ait pas fait un testament au niveau de ses enfants? Surtout ses enfants adoptifs aussi. Pourquoi c'est sa femme qui hérite de tout? Je sais pas, je comprends pas. Je pense, alors à part si je me trompe, attention, hein, c'est des gros guillemets, hein, j'ai toujours eu la certitude que c'était nos enfants qui héritaient si on venait qu'à décéder, pas notre mari ou notre femme. Après, voilà pourquoi je suis un petit peu surprise et un petit peu choquée. Parce que 750 000 $, déjà, on a pas mal de soupçons sur elle. Donc là, bon, ça peut confirmer un petit peu les soupçons. Enfin bon, voilà. Mais bon, je ne suis pas sûre encore de l'information. Hein. La traduction est quand même très difficile. Donc bon, après, à voir. Alors, vous pensez bien que ça a dû diviser la famille. Hein.
Donc pour certains, ce qu'aurait fait Becca serait compréhensible, comme un moyen de survivre financièrement à la perte de son mari, mais pour d'autres, cela serait une trahison, car Michael a disparu depuis très peu de temps. En l'absence de vraies réponses dans l'enquête, les enquêteurs commencent à envisager une disparition volontaire, afin de s'éloigner de sa vie. Un peu plus tard, David, un ami, dira « J'ai eu une conversation avec Michael. Au moment, je n'y ai pas pris attention, mais qu'il me semble à présent pertinente. Il y a quelques mois, nous regardions une émission d'investigation à la télévision qui parlait justement de disparition. Michael lui dira qu'une personne pourrait facilement disparaître et faire ressembler cela à un accident et que personne ne le retrouverait jamais. Les mots exacts qu'il dira, très facile à faire. Les mots exacts qu'il dira, très facile à faire. Mais à présent, David se posera une seule question. Était-il sérieux? Envisageait-il de le faire? Pourquoi? Il ne veut pas y croire pour lui. Il n'aurait jamais laissé sa famille dans cette douleur. En octobre 2017, 7 mois après la disparition de Michael, le bureau du shérif fait appel à un expert en téléphonie qui utilise une nouvelle technologie pour en savoir plus sur l'itinéraire exact de Michael, le jour de sa disparition. Il a réussi à retracer chacun de ses mouvements. Michael est parti ce matin-là. Il a traversé Kinland, Texas, s'est rendu au pont vers le lac Talking et s'est arrêté 10 à 15 minutes. Plus tard dans la journée, Michael est retourné au même endroit à 14h30. Et c'est là que le signal du téléphone s'arrête. Pourquoi Michael était là, à cet endroit? Les experts ont analysé tous les pings et les données conduisent à une révélation. Pour les experts, il voyageait à 2 miles à l'heure, environ 3 km d'eux. Il lui aurait fallu environ 2 à 3 heures pour se rendre au pont. Trop rapide pour marcher et beaucoup trop lent pour être dans une voiture ou en moto. Donc, ils en déduisent qu'il était à vélo. Les experts retournent au garage pour voir si Michael possède un vélo. Une théorie vient d'apparaître pour les enquêteurs. D'abord, la mise en scène chez lui. Puis, il est retourné dans son ancienne propriété. Il a passé le pont. Et pour eux, il s'est suicidé. Mais aucune autre information n'a été divulguée, car l'enquête est toujours en cours. Là, je vois pas pourquoi d'un coup ils ont cette théorie du suicide. J'arrive pas trop à comprendre. Le 10 février 2018, les enquêteurs coordonnent une autre recherche massive. Ils pensent savoir où se trouverait Michael. La famille aideront les enquêteurs. Après 10 heures de recherche, rien n'a été trouvé. Michael est toujours porté disparu. Beaucoup de personnes sont divisées sur ce qui a pu arriver à Michael cette journée-là. Les recherches continuent. En 2020, une photo ressemblant étrangement à Michael a été envoyée à sa fille. Nouvelle information en 2021.
Mais qu'en est-il de cet appel enregistré? Pourquoi Michael se serait-il suicidé? Pourquoi une disparition volontaire? Beaucoup trop de questions sans réponse. Pour moi, j'ai ma propre conviction. Il était tellement attaché à ses enfants ainsi que ses petits-enfants que jamais il aurait mis fin à ses jours. Ensuite, une disparition volontaire, je n'y crois pas trop. Encore une fois, ça aurait touché trop la douleur au niveau de sa famille ainsi de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ça aurait été terrible. Et je ne pense pas qu'il aurait voulu infliger ça à sa famille. Donc pour moi, malheureusement, je pense qu'il y a eu quelque chose de dramatique dans ce garage. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de traces de sang, mais bon, ça après, on a pu le mettre ailleurs. Et je pense que malheureusement, Michael, aujourd'hui, est décédé. Donc après, je ne sais pas si sa femme est coupable ou pas. Est-ce qu'elle est suspectée encore? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle a eu quand même un comportement assez bizarre. Mais après, bon, ça peut s'expliquer aussi. Hein. Chaque personne réagit différemment. Voilà, donc pour moi, malheureusement, je pense que Michael n'est plus là. Donc je souhaite énormément de courage à sa famille, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants. Et j'espère sincèrement me tromper. Octobre 2021, Michael est toujours porté disparu. L'enquête est toujours ouverte. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette disparition très troublante dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.